Les grandes banques américaines, on les connaît, hein, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs et d'autres ont engrangé de gros profits au deuxième trimestre, confirmant ainsi le rebond puissant de l'économie outre-Atlantique. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. On peut dire que c'est la reprise économique qui, on le sait, est puissante, encore une fois, aux États-Unis, qui porte ces résultats, qui sont en très forte hausse, des bénéfices qui sont vraiment au-delà des attentes, au-delà des prévisions. Oui, mais il faut peut-être noter quelques singularités malgré tout. C'est vrai que le contexte macroéconomique a été sans doute inespéré si on se reporte 12 mois en arrière. Mais l'essentiel de la profitabilité des banques américaines sur les résultats du deuxième trimestre provient de reprises de provisions, c'est-à-dire qu'il y a 12 mois, les banques américaines avaient fait, comme tout le secteur bancaire mondial, mais principalement les banques américaines avaient fait des provisions très significatives dans le cadre de conséquences d'impayés sur leur production bancaire post-Covid. Ouais, pour faire face aux impayés des clients, entreprises particuliers. Voilà, entreprises particuliers. Et évidemment, comme la stimulation budgétaire et monétaire est hors norme, on a quand même quelque chose d'incroyable. On a eu quelque chose d'incroyable sur l'économie américaine, c'est-à-dire que malgré une flash dépression, les revenus des foyers américains ont progressé de 6%. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible, si j'ose dire, 12 mois en arrière. Et donc, on a eu 9 à 10 milliards de reprises de provisions qui ont donc inflaté les résultats du deuxième trimestre. Inflatés en français, qui sont venus rajouter. Voilà, c'est ça, qui sont venus incrémenter les résultats. Mais hors ces reprises de provisions, on a eu vraiment un tableau beaucoup plus mitigé. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le chiffre d'affaires dans l'activité bancaire, c'est le PNB, le produit net bancaire. Est en recul. Quand on regarde toutes les banques, on est entre moins 4% pour Bank of America et moins 12% pour Citibank. C'est pas très encourageant. Voilà, et ça nous dit qu'il y a quand même une tendance de fond dans des économies si j'ose dire, on pourra en discuter ultérieurement, mais pré-déflationnistes ou pré-stagnationnistes plutôt, c'est qu'on a les revenus nets d'intérêt qui sont en baisse. C'est lié aussi au taux bas. C'est-à-dire qu'on a bien des marges d'intérêt positives, évidemment, mais cette marge d'intérêt diminue trimestre après trimestre. Et si on va dans le cas paroxysmique, par exemple, du système bancaire japonais, qui est une économie qui est en déflation depuis une grosse vingtaine d'années, on a des marges d'intérêt qui sont à peine de 90 points de base. Aux États-Unis, on était, sur les années précédentes, on était à plus de 350 points de base. Et là, on est en train de baisser, on est en dessous de 300 points de base. Et cette pression continue à s'exprimer parce qu'on est dans un environnement de taux nominaux faibles. Oui, après, encore une fois, les dépenses des consommateurs américains, notamment du fait, encore une fois, des plans de soutien budgétaires, monétaires, et donc ce pouvoir d'achat qui a été largement soutenu malgré la dépression, ces dépenses de consommation ont dépassé les niveaux d'avant-pandémie. Ça tire aussi les résultats des banques au travers des dépenses, au travers de l'immobilier, des crédits. Pas tant que ça, justement, parce que en tout cas, les particuliers américains ont tendance à rembourser plus précocement que prévu leurs obligations, leurs prêts. Donc il y a un peu de crédit à la consommation, mais de toute façon, tu as un taux d'épargne qui est incroyablement élevé aux États-Unis en instantané par rapport aux historiques, aux référentiels historiques américains. Donc non, c'est plutôt mitigé. Et d'ailleurs, quand on prend la croissance consolidée des crédits aux États-Unis, on est toujours en croissance positive, bien entendu, mais en moindre croissance. Donc la grande interrogation qu'ont les dirigeants des banques américaines, et ils ont formulé en général pas mal d'espoir, même s'il y a une incertitude, c'est qu'on assiste sur la deuxième partie de l'année avec un marché de l'emploi qui se reprenne encore beaucoup plus significativement. N'oublie pas qu'il y a quand même 7 millions à 7 millions et demi d'emplois qui sont toujours détruits par rapport à la situation que nous avions à fin 2019. Et donc ça pèse sur le comportement
de levier financier des personnes, des particuliers. Et donc l'attente est que sur la deuxième partie de l'année, on est avec la reprise du marché du travail, de l'emploi, on ait une propension plus importante des agents économiques, personnes privées, à recourir à l'endettement. Là, on parle pour le coup de la banque de détail. Après, il y a aussi la banque d'investissement, la banque de marché. On sait qu'il y a eu énormément de fusions-acquisitions, notamment aux États-Unis depuis le début de l'année. Des marchés assez volatiles. Est-ce que ces activités-là ont porté ou pas les résultats? Alors oui, tu as un mix. D'ailleurs, on retrouve cette même mixité, cette même dualité sur les activités de financement. Donc on a de bons résultats du côté du conseil, de la fusion, même des revenus des marchés actions. Par contre, on a des revenus en baisse sur la partie dette et dette corporate, dette des entreprises, tout simplement parce que l'activité a été moins bonne et on est dans un environnement de taux d'intérêt évidemment plus bas, et donc ça pèse structurellement sur l'activité des banques d'investissement. Ouais. Mais sur la partie equity, on a globalement une hausse entre 15 et 20%, disons, alors que sur la partie dite fixed income, tous les revenus venant des départements dette souveraine comme dette d'entreprise, on est plutôt dans des baisses de quasiment de la moitié. C'est pour te donner le mix. Par contre, tout ce qui est la partie conseil, fusion, évidemment, a été... Alors là, après, il faut rentrer dans la qualité des franchises. Il est sûr par exemple, une franchise comme Goldman Sachs tire totalement son épingle du jeu par sa franchise et puis par sa polyvalence en termes d'activité de fusion-acquisition. Justement, quelles sont celles qui s'en tirent le mieux, en tout cas qui affichent les résultats les plus forts entre les quatre qu'on a eu, JP Morgan, Bank of America, Citigroup ou Goldman Sachs, qui affichent les résultats les plus solides? C'est essentiellement Goldman Sachs et JP Morgan. D'accord. Les autres sont plus en retrait parce que les franchises sont pas de même qualité. Les expositions géographiques comptent aussi. Si tu as une exposition géographique, ce qui est beaucoup plus le cas chez JP Morgan et chez Goldman Sachs, une activité beaucoup plus mondialisée, notamment sur la partie asiatique, tu tires ton épingle du jeu avec l'activité, avec la reprise économique en Asie du Sud-Est notamment. Ouais, 40 milliards quand même, 40 milliards de dollars de profit pour 5 grosses banques américaines. Encore une fois, 12 milliards pour JP Morgan, 6 milliards pour Citibank, 9 pour Bank of America, 6 milliards pour Wells Fargo, 5 milliards pour Goldman Sachs. On parle d'un trimestre, le deuxième trimestre, on aura les résultats de Morgan Stanley. Aujourd'hui, c'est quand même très solide. Et on dit quoi? On dit que la moitié de ces 40 milliards, ça vient des reprises de provisions, en gros, au doigt mouillé? Voilà, c'est ça. Enfin, un peu moins de la moitié. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu auras noté que la réaction globalement boursière sur les annonces a été plutôt très mitigée. On a plutôt eu des légers retraits. Malgré des résultats largement supérieurs aux attentes, en plus. Pardon, oui, mais supérieurs aux attentes avec de l'exceptionnel. Ouais. Le marché n'aurait sans doute pas réagi à ISO provision, si tu veux. Ouais. Et donc, c'était implicite. Le niveau de provisionnement était sans doute excessif. Ça n'empêche qu'on a un secteur qui aujourd'hui affiche parce qu'il y a eu des stress tests, notamment de la Fédérale Réserve, qui a un niveau de fonds propres qui est probablement, qui est, on va dire, en instantané plutôt excessif. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même des politiques de dividendes qui vont rester soutenues et des programmes de rachat d'actions qui vont eux aussi rester soutenus. Donc, ça reste un secteur intéressant, mais il y a quand même une inquiétude, je dirais, implicite sur la politique de la Fédérale Réserve à venir et surtout sur la pérennité. Et tant qu'on n'aura pas vu une reprise, je dirais, cœur de l'activité que consiste tout ce qui est le PNB, le produit net, produit net bancaire, notamment par les marges d'intérêt, le marché restera un peu dubitatif. Ouais, après le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, il dit la pandémie est en quelque sorte derrière nous. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'y a pas un peu vite? Parce que quand on écoute les autres dirigeants des grandes banques, on les sent quand même plus réservés, plus sur leur garde face au Covid. Oui, parce que lui, il a un mix un peu un mix plus mondialisé. Je pense qu'il est un peu excessif dans son propos. Oui, je suis absolument d'accord. Et moi, la tonalité d'ensemble, si on peut la dégager, c'est un exercice un peu compliqué malgré tout, est plutôt quand même une certaine réserve.
Il y a des espoirs, mais avec quand même une dispersion, avec une incertitude sur les tendances de fond, notamment de la propension des agents économiques. On n'est pas tout à fait sûr, notamment que les Américains, personnes privées, vont continuer à utiliser de la même façon le crédit. D'autant qu'il y a cette forte inflation, ce fort niveau d'inflation, en tout cas maintenant depuis le début de l'année, on est 5% de nouveau sur le mois de juin, en hausse de 5%. Ça pourrait freiner, Xavier, la frénésie d'achat des consommateurs américains. Et surtout, ça pourrait conduire la Banque centrale, la Fédérale Réserve, si j'ose dire, à se renier. C'est surtout ça. Hier, la déposition de Jérôme Powell devant le Congrès américain. Il persiste, il signe. Oui, mais il a été, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été très challengé sur les risques inflationnistes. Et la réaction sur le dollar témoigne. La réaction sur le dollar témoigne que le marché, pour l'instant, donne quitus à Jérôme Powell. Mais les incertitudes demeurent. Et donc, si on était dans un environnement pour l'instant, le marché anticipe la première hausse des taux de la Fédérale Réserve pas avant fin 2022. Dernier trimestre ou début 2023. C'est avec un pourcentage significatif, c'est-à-dire plus de 50%. Le premier mouvement devrait avoir lieu fin 2022. Suppose que le premier mouvement ait lieu plus au milieu de l'année 2022, ça changerait la donne. Et d'ailleurs, le comportement des agents économiques, il est globalement plus prudent. Ça serait bon pour les banques américaines, c'est notre sujet du jour, ça serait bon pour les banques américaines qu'il y ait un resserrement monétaire ou qu'il y ait un tapering annoncé plus rapidement que prévu? Oui, parce que ça serait bon à moyen terme, oui, parce que ça recrée de la marge d'intérêt. Ce que j'ai dit au début de mon propos sur le fait qu'il y avait une pression baissière sur les marges d'intérêt. La marge d'intérêt pour le commun des mortels, c'est l'écart entre le coût de financement des banques et le taux auquel tu reprêtes. Donc ça recrée, et par rapport à ton portefeuille de prêt, ça recrée une dynamique haussière. Et on le voit, nous, en Europe. Nous, on est dans une situation où c'est pire puisqu'on est en environnement de taux négatif. Donc, la pression sur le système bancaire est bien plus importante. Et donc, cet élément-là reste important. Pour qu'on ait un ordre d'idée, les conséquences que ça a en termes d'évaluation sur les secteurs, la différence de valorisation de part et d'autre de l'Atlantique, d'acteurs de banques dites universelles, c'est quasiment du simple au double ou du simple au triple. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu as globalement des entreprises. Là, si on prend les 5 meilleures et qu'on regarde un consolidé, on a des valorisations où on est aux alentours de 1,2 fois l'actif net comptable. Ce qu'on appelle la book value. En Europe, en tout cas en France, on est au plus proche de 0,5, 0,6. Donc ça te donne, et derrière ça, il y a la pression sur les marges. C'est quand tu as des marges qui se rapprochent, qui sont à peine supérieures à 1 ou à 130 points de base. Là, vous m'avez dit, à 300 points de base. Aux États-Unis, on est même passé en dessous. On est probablement passé en dessous. Nous, on est quoi? On est à 100 points de base en moyenne en Europe? On est à plus, on doit être à 130, à peu près la moitié. Ah, mais il y a un gros écart quand même. Ah oui, c'est énorme, et c'est pas pour rien. N'oublie pas que un quart des dettes souveraines dans le monde sont en territoire négatif, c'est-à-dire en taux négatif, et que plus de 2/3 des taux négatifs dans le monde sont situés en zone euro. Ceci explique cela. Merci en tout cas. Explication signée Xavier Patrolin donc, pour ce tour d'horizon des résultats des banques américaines au deuxième trimestre, avec des banques qui battent des prévisions, mais la moitié vient de reprise sur provision, comme on a pu l'expliquer. Merci Xavier. Je t'en prie, à bientôt. Patrolin, donc, président d'Albatros Capital. Bye. Bye.